a vu dans cette vidéo que le cryptage et le hachage d'informations étaient une problématique que même les Spartiates avaient rencontrée. Dans cette vidéo, focalisons-nous sur le hachage qui permet d'authentifier une source et également de fournir une signature à un ensemble de données. Les algorithmes de hachage sont comme des machines qui prennent n'importe quel morceau de données, que ce soit un message, un fichier ou même une vidéo, et les transforment en une suite de chiffres ininterprétables. Ce qui rend ces algorithmes vraiment spéciaux, c'est qu'ils sont à sens unique. Cela signifie que vous pouvez hacher des données pour obtenir une chaîne de chiffres, mais il est extrêmement difficile de prendre cette chaîne de chiffres et de la reconvertir dans les données d'origine. Si on imagine un ensemble A qui détermine l'ensemble des informations qui peuvent être converties, et un ensemble B qui délimite l'ensemble des conversions possibles, la fonction de hachage H va permettre de passer de A vers B. Cependant, tout le principe du hachage repose sur le fait que la fonction inverse de h, soit h-1, soit très difficile, voire impossible. C'est un peu comme mélanger des œufs pour faire une omelette, mais essayer de reconstituer des œufs à partir de l'omelette. Pour illustrer comment fonctionne le hachage, prenons un exemple classique. Imaginez que vous écrivez un message très simple, quelque chose de familier à tous ceux qui ont déjà touché à la programmation, Hello World. Maintenant, on va prendre ce message et le faire passer à travers une fonction de hachage, disons SHA-256, un algorithme populaire. Ce qui se passe dans les coulisses, c'est une série de calculs complexes, mais en surface, c'est assez simple, Hello World rentre et en sort une suite de chiffres. Regarde cette empreinte numérique. Même si le message de base était court, l'empreinte ou le hash est encodé sur une taille bien plus grande. Quand je parle de taille, je fais référence au nombre d'octets nécessaires pour encoder l'information. Ce hash est unique pour le message Hello World. Si nous changions ne serait-ce qu'un seul caractère du message original, même juste la case d'une lettre, la signature changera du tout au tout. Les fonctions de hachage sont donc ultra sensibles. Et c'est ce qui les rend parfaites pour vérifier l'intégrité des données. Si quelque chose change, même légèrement, tu peux le détecter immédiatement en comparant le hash. Alors pourquoi c'est si important ? Eh bien, admettons que tu souhaites télécharger un logiciel à partir d'internet. Tu aimerais être certain qu'il n'a pas été modifié par un pirate pour y glisser un logiciel malveillant. Lorsque les développeurs publient des logiciels en ligne, ils fournissent souvent une somme de contrôle, une sorte d'empreinte digitale, générée à partir d'un algorithme de hachage. Du coup, il est possible d'utiliser cette somme de contrôle pour vérifier que le logiciel que tu télécharges correspond exactement à celui que les développeurs ont déployé. Par exemple, récemment, une librairie de l'entreprise française Ledger a été modifiée par un hacker, lui permettant de voler jusqu'à 610 000 $ en crypto-monnaie. Cette librairie s'appelle la Ledger Connect Kit et permet à des applications du Web3 de s'interfacer avec les wallets Ledger. Typiquement, un hash permet d'éviter ce genre d'incident. Plus communément, c'est aussi utilisé par exemple dans les outils de versionnement comme Git afin de donner une signature numérique à chaque version du logiciel qui est en train d'être développé. Ils sont également utilisés pour stocker en toute sécurité des mots de passe. Plutôt que de stocker le mot de passe en clair, les sites internet hachent le mot de passe et stockent uniquement la chaîne de chiffres résultante. Lorsque tu souhaites te connecter à un site, celui-ci va rehacher le mot de passe que tu lui donnes et le comparer à celui qui a été calculé lors de la création de ton compte. Ainsi, même s'il y a une fuite de données, il reste difficile de recomposer les mots de passe à partir du hash. Alors, à ce moment-là, on peut dormir tranquille. Personne ne peut rien faire avec un hash. Mais alors pourquoi est-ce que les hackers s'entêtent-ils à voler les bases de données s'ils peuvent rien en faire ? Eh bien, c'est un peu plus compliqué que ça. Déjà, les autres données comme les adresses mail, les noms, date de naissance et autres ne sont pas toujours bien protégées. Et ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça a déjà une certaine valeur aux yeux des pirates. Ça permet notamment l'ingénierie sociale. Plus une tierce personne a d'informations sur toi, plus elle a de moyens d'attirer ton attention. C'est un peu comme les réseaux sociaux et les pubs ciblées. Alexandre, père de famille, ne va pas avoir les mêmes publicités que Marie qui est au lycée. Au fond, le but c'est de te faire cliquer, dans un cas pour prendre ton argent, et dans l'autre pour... We can sell up to 80%. Même juste avec un hash, on peut faire des choses. Et oui, il y a des algorithmes qui ont été, ce qu'on dit, craqués, comme par exemple le MD5, avec MD pour Message Digest. Cet algorithme a la particularité d'être très vulnérable aux attaques de collision. En résumé, c'est quand deux entrées différentes peuvent donner la même sortie. À ce moment-là, on n'est même plus obligé de trouver le bon mot de passe, il suffit de trouver un mot de passe qui rentre en collision avec ton mot de passe. On peut aussi essayer de retrouver le bon. L'astuce, c'est de prendre le hash avec le protocole qui va bien, et de le comparer au hash qui a été volé. On peut ainsi tester toutes les combinaisons possibles et retrouver un mot de passe qui marche. C'est l'approche Dwayne Johnson. Mais elle est plus connue sous le nom de force brute. Selon la complexité de ton mot de passe, le déchiffrement peut aller de quelques microsecondes à plusieurs millions d'années. Le fait d'avoir volé la signature permet de faire des millions de tests offline. Si tu es sceptique et que ça te paraît trop simple,
Attends la suite. Comme tu le vois, tu peux te protéger assez facilement d'une brute force. Mais bon, les pirates sont assez ingénieux. Pour essayer de réduire ce temps de traitement, ils réalisent des attaques par dictionnaire. Il s'agit du même concept que l'attaque par force brute, à la différence qu'ils vont utiliser des mots de passe qui ont un sens. En fait, ils vont essayer de réduire l'espace de recherche, car ils partent du principe que le nom de ton chien c'est plus simple à retenir qu'une suite de caractères complètement aléatoires. Il existe même un repo Git qui liste les mots français les plus couramment utilisés. Alors, petit disclaimer, cette information t'est transmise à des fins éducatives uniquement. Sache que je ne serai pas responsable de l'usage de cette information. Allez, on fait un petit tour. QWERTY, Marseille, Doudou et Loulou. Oui, il y a sérieusement des gens qui utilisent ce genre de mot de passe. Il y en a des plus trash, si tu veux en savoir plus, je te laisse regarder ce short. Et il y a aussi des très simples, comme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, globalement, plus une personne mal intentionnée a d'informations sur toi, plus elle serait en mesure de tester des combinaisons que tu serais susceptible d'utiliser. C'est pour ça qu'en plus d'un mot de passe bien vénère, je te conseille d'utiliser l'authentification à 2 facteurs. Il y a par exemple l'application de Google, ou des espèces de petites clés USB qui peuvent jouer ce rôle. Pour information, certaines entreprises fournissent ce genre de clés à leurs employés pour se protéger. Par exemple, ça pourrait être utile pour éviter de se faire détourner ton compte X quand tu es l'organisme qui régule les marchés financiers. Alors, il existe beaucoup, mais beaucoup d'algorithmes de hachage. Il y a la famille Secure Hash Algorithm, avec le SHA-0, le SHA-1, le SHA-2, qui a des variantes, le SHA-224, 256, 384, 512, 512/224 et 512/256. Bon, ça a l'air impressionnant comme ça, mais ces algorithmes sont similaires, mais ils vont générer un hash de taille différente. Le dernier en date serait SHA-3, appelé à l'origine Kekak. Kekak viendrait d'une forme de danse traditionnelle balinaise, également connue sous le nom de danse du singe. Voilà. Il y a aussi la famille des messages digest, MD2, 4 et 5. Pour cette vidéo, je te propose d'essayer de comprendre le fonctionnement de la famille Secure Hash Algorithm qui est très utilisée aujourd'hui. Déjà, il faut savoir que cette famille a été conçue par la National Security Agency, soit la NSA, aux États-Unis. Ça te donne déjà le sérieux du truc. On va prendre l'exemple du SHA-256 qui se décompose en 4 parties. Au démarrage, on initialise un ensemble de valeurs de hachage initial. Ce sont des constantes qui ont été déterminées après un certain nombre de calculs mathématiques. Ensuite, on prépare les données à hacher. Le message original est d'abord coupé en blocs de 512 bits et chaque bloc est traité l'un après l'autre. Le message est étendu en ajoutant un bit 1 suivi de bit 0. On appelle ça faire du padding, qui veut dire en français rembourrage ou remplissage. Il s'agit juste de remplir le message avec des zéros pour qu'il fasse la taille désirée. Chaque morceau de 512 bits du message est injecté dans ce qu'on appelle une fonction de compression dont le rôle va être de créer un hash à partir de 2 entrées. L'une des entrées est le morceau de ton message et l'autre va être un hash intermédiaire, résultat de la compression du morceau précédent. Pour le premier morceau, on n'a pas de hash, donc on utilise un ensemble de valeurs initiales, tu sais les constantes qu'on vient de voir à l'instant. La fonction de compression va redécouper les morceaux de 512 bits en 16 morceaux de 32 bits. Chaque mot du bloc vont être mélangés avec le haché intermédiaire par une fonction de tour, et à la fin de la chaîne, on réalise un XOR avec le haché intermédiaire et le résultat. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un XOR, ne t'inquiète pas, c'est juste une fonction qui a cette table de vérité. Comme tu le vois, elle retourne 1 quand les bits en entrée sont différents. Allez, je te sens chaud, on va regarder ce que fait la fonction de tour. C'est la lettre petit g là sur mon schéma. Comme auparavant, cette fonction prend 2 entrées, les 16 mots de 32 bits, ainsi que le haché de 250 bits de l'itération précédente. Pour changer, on commence par découper le haché intermédiaire en 8 morceaux de 32 bits, originalement appelés ABCDEFGH. Vous êtes pas trop foulés les gars ? Jusqu'à présent, rien de difficile, on fait que de la découpe, et c'est à ce niveau-là que les mathématiques vont rentrer en jeu. T'inquiète pas, on va essayer de garder ça très simple. Voilà. C'est facile, non ? Bon, ça peut paraître barbare comme ça, mais finalement, il s'agit d'une série d'opérations très simples qui, mis bout à bout, permet de générer 8 nouveaux morceaux. Mais du coup, tu pourrais te demander, c'est quoi un bon algorithme de hachage ? Et ça, c'est une très bonne question. La première caractéristique qui est plutôt évidente, c'est la résistance à ce qu'on appelle la pré-image. C'est l'une des propriétés les plus cruciales d'un algorithme de hachage. En résumé, cela signifie que même si tu connais le hash, il devrait être impossible de retrouver le message original. La deuxième caractéristique à regarder, c'est la résistance aux collisions. Pour rappel, c'est quand 2 messages différents peuvent produire le même hash. Après, il y a la vitesse de traitement. Dans de nombreuses applications, en particulier celles qui traitent d'énormes volumes de données, la rapidité est essentielle. Et enfin, on peut aussi parler de l'effet avalanche. Si on réalise un tout petit changement dans le message d'origine, un bon algorithme de hachage va donner un résultat complètement différent. Pourquoi différents types d'algorithmes sont nécessaires ?
Ne pourrait-on pas simplement en avoir un qui fait tout? Selon l'application, on pourrait avoir besoin d'un hachage plus court pour économiser de l'espace ou augmenter la vitesse, ou d'un hachage plus long pour une sécurité accrue. Différents algorithmes offrent différentes tailles de hachage. Puis, comme les menaces de sécurité évoluent constamment, un algorithme considéré comme sûr aujourd'hui pourrait être vulnérable demain en raison de nouvelles découvertes ou de l'augmentation de la puissance de calcul. Avoir différents algorithmes permet d'offrir des alternatives lorsque des faiblesses sont découvertes. Et voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, ça me permet de savoir si ce que je fais est compréhensible et si ça plaît. Si tu as envie de me soutenir, n'hésite pas à appuyer sur j'aime et à t'abonner. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.